qui partagent en fait, on va dire l'animation de ce périmètre-là, qui rend la chose un petit peu complexe, parce que déjà, je trouve que définir l'innovation, c'est compliqué. Je dis toujours en plaisantant que dès lors qu'on définit l'innovation, c'est que c'est plus une innovation. Donc là, je viens de ruiner la présentation de Kéline. Merci Loïc, c'est bien pour démarrer. Mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que dès lors qu'on arrive à vraiment cadrer quelque chose, est-ce que c'est encore quelque chose d'innovant? Bon, c'est pas, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ce qui rend ce sujet difficile peut-être sur le GHU et à la PHP en général, c'est que vous avez vraiment de très nombreux acteurs qui se partagent le périmètre. C'est pas assez clair. Et si vous avez besoin de nous justement pour clarifier justement qui fait quoi dans cet énorme ensemble pas toujours lisible, il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter pour qu'on vous aiguille à bon interlocuteur. Voilà. Je vous souhaite une bonne session et je laisse la parole à Julie. Ah, Kevin. Allez, je redescends. Merci de Bonjour à tous, du coup, je m'appelle Kevin Attal, j'ai pris effectivement mon poste au début du mois de janvier. Je suis adjoint de Loïc Carvalho sur la direction de la recherche et innovation du GHU. Et je vous propose de vous faire une petite présentation sur l'innovation et l'innovation à la PHP, vers où vous tournez et comment s'y prendre en fait finalement pour intégrer une démarche d'innovation. Donc, je vous propose d'abord d'aborder le contexte d'innovation. Si ça ne t'embête pas, Charlotte, d'avancer un petit peu, encore un cran, voilà. Donc finalement, l'innovation, c'est le fait de créer, d'apporter un nouveau produit ou un nouveau procédé sur un marché, ou alors que au moins ce nouveau produit ou procédé soit suffisamment amélioré par rapport à ce qui existait déjà sur le marché. Donc ça, c'est le concept de l'innovation, donc ça répond à des critères qui sont assez précis, le fait de ne jamais avoir été divulgué au public au préalable, donc le caractère nouveau, l'application industrielle, avoir un produit ou un procédé qui soit reproductible pour tout type d'industrie, et ensuite avoir une activité inventive, quelque chose qui est déjà évident pour un homme du métier, pour quelqu'un qui connaît déjà le secteur. En fait, ça n'est pas innovant, même si ça n'a pas été formulé tel quel. Et donc, à partir de ces critères-là, on identifie donc deux grandes catégories d'innovation, les innovations de produits, les innovations de procédés. Et il y a aussi la question du marché. En fait, en termes d'innovation, on peut s'adresser soit au marché intérieur, donc à la PHP, est-ce que vous avez une innovation pour bouleverser les processus à la PHP, ou est-ce que vous avez une innovation qui s'adresse à l'extérieur? Donc là, c'est là où on fait la différence entre intrapreneuriat et entrepreneuriat. Le fait d'avoir une idée qui va vers l'extérieur ou une idée qui va vers l'intérieur. Donc je vous invite à bien avoir en tête cette différence-là, puisque en fait, ça va changer le processus de fonctionnement au sein de la PHP, puisque vous doutez bien que si vous êtes sur une innovation intrapreneuriale, donc à l'intérieur, eh bien il va falloir travailler avec l'ensemble des directions fonctionnelles qui sont concernées par l'innovation pour être capable de créer la différence, de créer votre idée jusqu'au bout. Donc une fois qu'on a parlé d'innovation en tant que telle, il y a l'innovation médicale, celle qu'on peut trouver à l'hôpital, que je te propose de mettre sur la slide suivante. Donc il y a trois grandes catégories. Une fois qu'on a fait les grandes catégories qu'on a vues préalablement, il y a trois grandes catégories en matière d'innovation à l'hôpital. C'est les innovations diagnostiques et thérapeutiques. Donc à l'intérieur de ça, vous allez trouver les thérapies géniques, séquençage, etc. Vous allez avoir les innovations en matière de technologie, en matière de numérique. Et le dernier grand bloc d'innovation à l'hôpital, ça va être plus organisationnel et comportemental. Si les enjeux en termes de diagnostic et technologique sont complètement partagés entre le médical, le non médical, je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer au niveau des agents paramédicaux sur tout ce qui est organisationnel et comportemental, parce que finalement les personnes qui sont à administrer le soin au quotidien, c'est d'abord les agents donc concernés par la communauté soignante. Donc si tout est possible, je pense que là, c'est vraiment un levier sur lequel il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Une fois qu'on a parlé d'innovation à l'hôpital, je voulais vous parler d'innovation à la PHP. Donc, comme M. Carvalho vous l'indiquait au préalable, il y a plein d'acteurs à la PHP. C'est assez compliqué de se repérer là-dedans. Il y a à la fois tous les acteurs liés au siège, donc que ce soit la DRCI, à Hôtel-Dieu, la DST, et puis à côté de ça, les acteurs locaux, ceux du GHU, et donc toutes les directions fonctionnelles qui peuvent être amenées à travailler sur des sujets d'innovation,
Et la direction de la recherche et l'innovation a bien distingué la DRCI qui étant au siège et nous étant vraiment une instance locale chargée de travailler sur les projets de recherche et d'innovation. Eh bien, tous ensemble, on a 5 principaux objectifs. Le premier, c'est d'être capable de créer une dynamique d'innovation. Le second, c'est d'essayer de soutenir et d'accompagner les professionnels de la PHP qui ont des idées. Valoriser ces innovations. Le quatrième grand objectif, c'est de faire bénéficier de la PHP et des établissements concernés de ces innovations. Et le cinquième grand objectif, c'est être capable de développer et de mutualiser les compétences en innovation. Je voulais vous faire un petit focus sur la DRCI, puisque c'est un acteur quand même incontournable de l'innovation à la PHP. Et ils ont un qui permet de travailler sur l'innovation au siège, et c'est le Hub Innovation. Donc, en plus ces objectifs, à l'ensemble des interlocuteurs, le Hub Innovation a pour objectif de mettre en place des outils qui soient à la disposition des dans lequel vous pouvez retrouver les plateformes pour les projets, pour les startups. Il y a aussi des services qui sont mis en place à destination des professionnels. Il y a aussi un travail de structuration des données, qui travaille sur l'entrepôt de données en santé pour être capable de proposer quelque chose qui soit efficient et efficace par rapport aux besoins des innovateurs de la PHP. Ensuite, on a aussi une centralisation des lieux d'innovation. Donc, que ce soit les Fab Labs, il y a tout un écosystème qui est censé être centralisé au niveau du Hub d'innovation du côté de la DRC. Je vous propose de passer à la slide suivante. Donc, finalement, le travail avec la DRCI se fait par 2 grandes voies. Soit vous travaillez déjà à la PHP, et dans ces cas-là, la voie la plus naturelle, c'est celle de s'inscrire sur plateformeprojet.php.fr. Vous allez simplement vous connecter avec votre APH et le mot de passe que vous utilisez au quotidien, et ça vous permettra d'accéder à un certain nombre de services qui sont proposés par le biais de la plateforme. Si vous êtes extérieur à la PHP et que vous souhaitez quand même travailler avec la PHP, c'est tout à fait possible. Et il y a une plateforme qui s'appelle challenge.link.fr qui permet de déposer une candidature sur une plateforme qui est faite pour ça et qui va permettre après d'être émulé et de travailler avec la PHP. Ensuite, je voulais quand même vous parler des acteurs locaux, puisqu'on est là aussi pour vous accompagner sur l'innovation. Donc, si toutes les directions fonctionnelles sont capables de travailler sur l'innovation, la DRI, donc notre direction, doit pouvoir être un point d'entrée pour vous, pour être capable de vous orienter, pour vous mettre en lien avec les différents acteurs qui peuvent vous aider au quotidien pour développer votre idée. Et c'est particulièrement vrai lorsque vous travaillez sur l'entrepreneuriat. Lorsque vous avez pour objectif donc, de changer la PHP, en tout cas de changer les processus qui existent à la PHP, eh bien, passer par les directions fonctionnelles concernées, c'est le meilleur moyen d'être capable de produire quelque chose d'intéressant. Et donc, il y a 2 principales voies. Donc, si vous voulez travailler avec le GHU, soit vous prenez directement contact avec la direction de la recherche et innovation. Je vous ai mis directement sur la slide les coordonnées du directeur et du directeur adjoint. Ah, bon, retournez pour moi, j'ai fait une erreur. Je viens encore. Là, c'est dedans pour moi. Donc ça, c'est la première voie. La voie principale, peut-être celle qui va vraiment permettre de vous avoir un accompagnement personnel. Il y a tous les dispositifs d'accompagnement qu'on va mettre en place progressivement, dont le challenge innovation, pour lequel vous êtes là aujourd'hui, et qui doivent permettre de vous accompagner. Donc, il y a toute une démarche qui a été mise en place dans le cadre du challenge innovation, qui doit permettre de structurer vos idées et de les accompagner jusqu'à créer quelque chose qui soit utilisable et qui soit déployable à terme, que ce soit dans le cadre de la PHP ou vers l'extérieur en tant que startup. Donc maintenant, par rapport au challenge d'innovation, c'est ça, il y a 2 grands enjeux. Être capable de vous accompagner. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des ateliers avec notre partenaire, l'hôpital, qui doivent vous permettre de vous informer, de vous orienter, de structurer en fait finalement votre projet pour être capable d'avoir quelque chose qui puisse passer de l'abstrait au concret. Et donc c'est pour ça qu'on arrive normalement sur un objectif qui est précis, celui d'arriver à une maquette, celui d'arriver à quelque chose qui est construit à la fin de la démarche et qui permettent en tout cas d'avoir une base solide sur laquelle travailler. Ensuite, les finalités des rencontres. Finalement, les rencontres de l'innovation, ce challenge de l'innovation, quels sont ses grands objectifs? En tout cas pour nous, c'est déjà être capable d'informer, de sensibiliser la communauté
paramédicale, particulièrement là, dans le cadre de ce challenge, à l'innovation à l'hôpital. Parce que l'innovation, elle est partout. Elle concerne tout le monde. Tout le monde peut être un porteur de projet en puissance, en fait. Finalement, il n'y a pas besoin d'être sorti d'une grande école de commerce ou d'ingénieur pour avoir des idées. Et pour voir, en fait, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est important, en fait. On a besoin de ces idées-là qui sont celles du terrain et qui permettent, en fait, de questionner les processus, de questionner les démarches. Et donc ça, c'est un de nos premiers objectifs, c'est être capable de sensibiliser, que les gens connaissent les dispositifs qui existent et qu'ils puissent s'y inscrire, parce que il est persuadé que l'hôpital et la PHP ont besoin de ces idées-là. Ensuite, il y a faire de l'innovation un vecteur d'implication et d'attractivité, parce que c'est justement en s'impliquant dans les organisations, en essayant de proposer des choses nouvelles, que finalement, on est vraiment placé en situation d'acteur et pas simplement d'observateur. Et donc, on peut vraiment s'impliquer dans notre institution. Et c'est pareil pour la question d'attractivité. Être capable de porter des projets en parallèle du travail, enfin en parallèle du travail soignant du quotidien, c'est aussi une possibilité de donner forme à ces idées. Et donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour un certain nombre de personnes qui veulent justement ne pas rester simplement observateurs de l'organisation existante et devenir acteurs qui vont influencer cette organisation. Ensuite, l'objectif de toute cette démarche, c'est aussi de découvrir de nouveaux projets. On a déjà découvert de très beaux projets, et l'idée, c'est de continuer cette démarche-là et de les accompagner pour arriver à quelque chose qui soit vraiment, qui prenne vraiment vie au fur et à mesure. Quatrième grande finalité, mettre en avant ces projets. Une fois qu'on les a découverts, c'est bien, mais il faut en faire parler. Il faut en parler, et il faut que en tout cas, le plus grand nombre puisse se saisir des enjeux qui sont portés par ces idées-là pour être capable de vraiment accompagner le projet jusqu'au bout. Enfin, et c'est déjà ce que j'ai un peu mentionné dans le premier objectif, on souhaite rappeler à la communauté soignante qu'elle a un rôle indispensable dans cet écosystème d'innovation. Que ce soit l'hôpital ou que ce soit la communauté soignante en elle-même, les deux ont besoin l'un de l'autre pour être capable de porter des innovations. Si la PHP veut être capable de rester innovante, de rester un établissement de référence, elle a besoin de ces communautés soignantes pour apporter des idées, pour apporter des améliorations du quotidien. Et ça fonctionne aussi dans le sens inverse. Je pense que la communauté soignante a aussi besoin de la PHP et de la structuration d'innovation pour aller dans cette démarche de modification des processus qui lui permettent d'être efficace et qui permettent de se sentir bien dans son travail. Donc, voilà les principales finalités qui sont poursuivies par cette démarche. Voilà. Je vous remercie pour m'avoir écouté et pour l'attention. Merci beaucoup, Kevin. Alors, c'est absolument formidable. C'est la première fois qu'on fait ce tandem. Et la bonne nouvelle, c'est que le message est très proche et très complémentaire sur cette vision qui est très liée à l'institution que tu mettais en avant. Nous, ce qu'on essaye d'amener, c'est une approche un peu complémentaire en essayant d'amener de la fluidification, une vision finalement marché, un peu entrepreneuriat. Et on est extrêmement heureux et fiers de pouvoir être en lien avec la PHP, surtout ici au niveau du GH Sorbonne, avec toi, avec Loïc, pour justement essayer d'impulser une dynamique d'innovation, parce que la fertilité qu'il y a dans le soin, dans le quotidien de l'hôpital, nous semble être sous-évaluée dans son potentiel d'innovation et qui a probablement des mondes à construire ensemble sur le sujet. Merci beaucoup, Kevin. Moi, je vais juste très rapidement vous présenter un petit peu ce qu'on essaye de faire chez l'Alliance dans cette approche justement d'intégrateur. Alors, intégrateur, pour nous, ça veut dire que on essaye de construire l'environnement favorable au succès. Alors, quand je dis ça, c'est très abstrait. Notre valeur ajoutée principale, c'est vraiment de travailler sur l'accompagnement de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est une vraie démarche. Évidemment, on ne fait pas tout seul. Et on essaye de l'articuler avec la réalité. Ce que disait Kevin est très vrai, c'est-à-dire qu'il faut passer à quelque chose d'abstrait, d'une idée, de l'envie d'innover, à quelque chose de très concret. Et donc, notre métier très concret, c'est de calibrer finalement ce qui va se passer aujourd'hui, demain, avec la vision, avec l'ambition qu'on a envie de mettre en avant. Comment on fait ça? Eh ben, on le fait avec deux axes. Finalement, nous, on a cette espèce de posture de partenaire de vie, finalement, de l'entrepreneur, où on va challenger, on va l'accompagner, on va parfois être un peu désagréable, ou au contraire le soutenir pour aller construire l'histoire, faire émerger l'ambition
et justement définir est-ce qu'on veut transformer la PHP, est-ce qu'on veut transformer le monde, est-ce qu'on veut sauver la planète, finalement peu importe, hein, il n'y a pas de jugement, mais en fonction de ce qu'on veut faire, on va devoir adapter le projet, quel qu'il soit. Et puis, notre métier principal après, c'est d'être capable de mettre en place des ressources. Quand on dit construire l'environnement favorable, c'est aussi avoir l'environnement en termes de ressources. Alors, bien l'environnement du soin, ici à la PHP, mais effectivement, quand on va parler d'innovation et de développement thérapeutique, diagnostique, peu importe, on doit basculer dans une logique où on va faire, où on va créer une entreprise, en tout cas pour le prisme qui est le nôtre, et d'être capable d'aller définir les critères de succès, et on l'espère, qui vont mener derrière à des projets comment je pourrais dire, des nouveaux produits ou des nouveaux services de santé. Alors, on essaye, nous, de se concentrer sur des axes où on a une valeur ajoutée. À nouveau, on ne sait pas tout faire. En revanche, ce qu'on sait plutôt bien faire, alors là, j'essaye de nous mettre un peu dans cette perspective, c'est de dire, on amène, nous, ce qui est complémentaire du soin, de la prise en charge. On amène la vision plutôt de l'entreprise, on amène la capacité à discuter avec une autorité réglementaire, que ce soit pour un dispositif médical, pour un nouveau médicament, par exemple. On amène une capacité d'industrialisation. On veut produire un nouvel anticorps. Si on veut produire, au contraire, j'en sais rien, moi, un nouveau brancard, il faut savoir avec qui on va parler. Où est-ce qu'on va faire les prototypes? Comment on organise les choses? Et ça, c'est des sujets sur lesquels on sait travailler et qu'on sait mettre en articulation. Pour aller sur la slide d'après, Charzad, merci. On a travaillé sur des thématiques extrêmement variables. Alors, l'idée, c'est absolument pas de vous faire un inventaire à la Prévert, c'est plutôt de vous dire que finalement, c'est une question de savoir-faire. Nous, notre métier, c'est d'être des traducteurs. On essaye de traduire l'idée qu'il peut y avoir dans la tête d'un soignant en produit de santé. Dans ces cas-là, on peut avoir des projets extrêmement précoces, c'est un concept, ou au contraire, des projets ou des produits qui sont déjà sur le marché. Et nous, on essaye de faire la connexion entre ces différents mondes et d'amener ça de façon extrêmement concrète dans le quotidien. Des soignants, bien sûr, des industriels, des développeurs, et puis on l'espère demain, des patients. Tu peux passer, merci Charzad. Pour terminer, ce qu'on aime faire, c'est de créer des liens avec ceux et celles qui sont en contact des patients, qui sont des soignants qui ont des idées. Et moi, je dois vous avouer que ça va faire quelques années maintenant qu'on est présent sur le GH et que j'ai rarement vu autant de richesse d'idées, d'énergie extrêmement positive. Et donc, ça me permet de faire une transition absolument parfaite en demandant à Sandrine de nous rejoindre sur scène pour présenter le projet, puisqu'elle est lauréate de l'année dernière, sans dire de bêtises, et qu'elle va prendre quelques minutes pour vous présenter ce projet qu'on a beaucoup de plaisir à accompagner. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous. Je garderai le masque si ça ne vous dérange pas, parce que j'ai une belle anesthésie du côté droit de la bouche. Donc, pour vous éviter, vous avez mon visage en grand juste là. Donc, merci. Donc, je suis Sandrine Botius. Donc, je suis de formation initiale psychomotricienne. Et à la suite de l'obtention d'un master de coordination de parcours de santé, spécialisée dans les maladies chroniques, j'occupe actuellement le poste de coordinatrice de parcours de santé dans le bâtiment IE3M, dans la plateforme de transition qui s'appelle Transcende. Et du coup, je m'occupe principalement des patients qui souffrent de maladies chroniques et qui sont donc concernés par la transition entre l'hôpital pédiatrique et l'hôpital adulte. Ce sont des patients qui, en moyenne, ont entre 16 et 26 ans et donc, voilà, qui ont des maladies chroniques et qui sont concernés par les services d'endocrinologie, de nutrition, de diabétologie et de médecine interne. Donc, le projet Escape Game Digital dans la transition ado-adulte donc, est né du constat très important de l'engagement du patient dans son parcours de soins qui, anciennement, en pédiatrie, était surtout géré par les parents et qui, actuellement arrivé en médecine adulte, demande à être géré par eux-mêmes et donc avec plus de responsabilités, toujours bien sûr dans la mesure de leurs possibilités. La transition, du coup, pour vraiment synthétiser les écrits est composée de trois temps forts, donc que sont la préparation à la transition plutôt côté pédiatrique,
le transfert physique du patient vers l'hôpital adulte et bien sûr la phase aussi de l'engagement du patient dans son parcours qui sera bien sûr développé encore plus normalement en médecine adulte. À ces 3 temps forts s'ajoutent forcément tous les remaniements, modifications et perturbations qui sont liées à l'entrée dans l'âge adulte et qui vont augmenter, on va dire, la complexité de cette étape de parcours de soins qui est la transition. Donc voilà, il y a ces 3 et qui vont du coup effectivement perturber le patient dans cette entrée dans l'âge adulte, à la fois sur des aspects sociaux, des aspects éducatifs, des aspects professionnels, scolaires, médico-sociaux, affectifs, et qui augmentent du coup la complexité. La transition est indiquée comme une période étant la plus fragile, ou en tout cas l'une des plus fragiles dans le parcours de soins, parce qu'elle est sujette à rupture de parcours. Des ruptures qui peuvent du coup occasionner des complications médicales et donc bien sûr aussi un séjour aux urgences, en tout cas des séjours aux urgences et plus de soins médicaux. Donc vous l'aurez compris, l'enjeu c'était de se questionner sur un outil qui pourrait aider ces jeunes qui soient aussi adaptés à leur âge et qui pourrait aider ces jeunes à vivre cette transition de manière plus fluide et finalement un petit peu plus plus ludique et dynamisante. Donc d'où la création de l'ESCAPM digital dans la transition, en tout cas du projet, qui se veut être un projet transversal puisque utilisable à la fois par la pédiatrie mais aussi par les soins adultes, qui sera accessible sur des plateformes digitales, donc c'est-à-dire à la fois le téléphone portable, mais aussi les tablettes des patients, mais aussi Internet. Pardon, Internet forcément, mais les ordinateurs du moins. Et qui aura pour principe de modéliser les différentes étapes de transition et de transfert, plus particulièrement entre hôpital pédiatrique et hôpital adulte, tout en délivrant des messages pédagogiques pour justement aborder la notion de transition avec plus d'aisance pour les patients. Je vais prendre la petite fille. Donc voilà, le but, les objectifs en tout cas, c'était principalement de renforcer la préparation à la transition pour l'utilisation côté pédiatrique, de contribuer à ce qu'il y ait moins de rupture de parcours pour ces patients, notamment par l'accès à la compréhension des étapes qui les attendent ou qu'ils ont déjà vécues. Et puis bien sûr aussi renforcer l'adhésion du patient à son parcours de soins par le développement, ou en tout cas le renforcement de la notion d'empowerment, très importante du coup, puisque le patient reste et sera de toute manière acteur dans sa prise en charge. Donc le challenge innovation 2022, quand j'ai du coup postulé, permettait vraiment d'accompagner le projet sur les aspects à la fois organisationnels, conception, développement, etc. Et c'est ce qui me plaisait, j'ai envie de dire, puisque était ciblé vraiment des projets innovants dans le parcours de soins du patient. Donc du coup, ça rentrait complètement dans les objectifs que je voulais développer pour le projet. Et en plus de ça, il était proposé des groupes entre du coup concepteurs du projet. Et justement pour essayer d'échanger à la fois sur les projets, pour développer le projet encore plus. Et puis moi, ça m'a permis vraiment de pouvoir aussi anticiper les limites aussi du projet et de donner un rythme clairement vraiment à l'évolution, un rythme dans la conception, dans le développement et du projet. Ça m'a permis aussi de découvrir, et ça je rebondis aussi sur ce que tu disais Julie, c'est sur la richesse aussi par rapport aux échanges avec les différents participants au Challenge Innovation de l'année dernière, de pouvoir échanger avec eux et de voir encore plus la richesse de tout cet esprit d'initiative et aussi de collaboration qu'il pouvait y avoir, de prendre encore plus conscience de ça en tout cas, qu'il pouvait y avoir déjà dans les différents services.
Donc, pour terminer, je tiens du coup à remercier vraiment chaleureusement le Challenge Innovation de manière générale, l'organisation, mais aussi du coup forcément l'équipe de l'Alliance, l'équipe de l'hôpital. Je tiens à remercier, et ça je vous ai pas dit pour le développement du projet, mais là actuellement, donc à la suite de l'obtention du coup du Grand Prix, les 2 premières étapes, c'était vraiment de trouver, de monter le groupe de travail, du coup, et aussi de trouver le prestataire digital qui allait justement permettre de concevoir cet outil. Donc le groupe de travail a été formé et du coup est formé d'une représentante d'une plateforme de transition adulte qui est là aujourd'hui, merci, qui s'appelle Jump en euros, donc Marine Boinilio. Une représentante aussi d'une plateforme de transition pédiatrique, donc la plateforme La Suite à Necker, donc représentée par Marion Coussin, et puis de 2 médecins, donc une spécialisée sur la médecine adulte, côté donc spécialité médecine interne, Micheline Fa, qui est présente en distanciel, et puis également une médecin spécialisée dans la médecine plutôt adolescent, en médecine de nutrition, en spécialité nutrition, qui est le docteur Safsaf. Donc, il y a un second groupe de travail qui est en cours de formation, qui réunira du coup les patients, donc des patients à la fois de la pédiatrie et de la médecine adulte, pour en même temps leur soumettre cette première version d'outils et bien sûr récolter aussi leur retour pour adapter encore plus l'outil. Et la recherche du prestataire, du coup, qui a été établie. Et donc, cette 3e étape, c'est vraiment de pouvoir écrire le projet, écrire le scénario dans lequel on est à fond. Et pour laquelle il devrait y avoir une version finale, en tout cas du jeu, enfin une première version qui sortira courant avril-mai environ, pour un test sur le second semestre 2023, pour avoir des retours aussi de la part des patients, encore plus largement, pour sortir derrière une version, j'espère, finale fin 2023. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup au groupe de travail, merci à l'Alliance, merci à l'hôpital, merci aussi à toutes les équipes de l'IE3M, au copier de transmission aussi, pour certains qui sont là. Et voilà, donc je souhaite une très belle expérience pour les prochains lauréats. Et puis voilà, beaucoup d'organisation plus. Mais c'est une très très belle expérience. Merci beaucoup. Merci et bravo parce que c'est pas un exercice facile et je trouve que c'est très important aussi d'avoir on parle beaucoup de ça, d'avoir des modèles, d'avoir des rôles qui peuvent porter un petit peu le message et c'était remarquable. Bravo. Sur le fond, sur la forme, en tout cas, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et bravo pour toute l'énergie, tout ce beau projet qui est extrêmement concret. Je crois que ça, c'est aussi un point très important, c'est de pouvoir impacter directement le soin, on l'espère, on croise les doigts, sur l'année 2023. Oui, j'espère. Ouais. Merci. Merci beaucoup. On passe la parole à une autre lauréate. Alors, on n'exclut pas les hommes, hein. On sera ravis d'avoir des hommes lauréats, bien sûr. Néanmoins, je te laisse la parole sur ce projet. Axel, je te laisse en parler. D'accord. Bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Axel, infirmière stomathérapeute sur le groupe hospitalier. Je travaille en consultation gynécologique et j'ai un poste qu'on dit transversal parce que j'ai une activité à la fois en consultation où j'assiste le professeur Canlorbe et j'ai créé il y a 2 ans à peu près une consultation de stomathérapie au sein du DMU Saper. J'interviens en urologie, en digestif, en gynécologie et puis dans d'autres services où on fait appel à moi pour justement donc des patients qui ont des stomies. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais ce sont des dérivations d'organes creux, donc ça peut être du digestif ou de l'urinaire sur l'abdomen.
Et forcément, c'est des patients où il faut les soutenir énormément au niveau de l'appareillage, de l'adaptation de cette nouvelle image corporelle. Et malheureusement, c'est des soins qui sont très peu enseignés à l'IFSI, à l'Institut de formation en soins infirmiers. Donc souvent, les infirmières qui se retrouvent dans ces services spécialisés, elles apprennent sur le tas. Avec des infirmières anciennes très très motivées dans leur pratique et donc du coup qui n'enseignent pas forcément ces soins. Donc le projet, comment est née l'idée? Donc c'est le professeur Canlorbe avec qui je travaille qui a déjà créé un projet qui s'appelle REVAP, Réalité virtuelle apprentissage. Il a filmé un plan de césarienne pour justement apprendre ce soin à ses externes et aux internes. L'idée était venue du fait qu'il y a beaucoup plus d'étudiants en soins infirmiers et moins d'enseignants, enfin en tout cas pas plus d'enseignants pour ces étudiants. Et donc pour pouvoir permettre au maximum d'étudiants d'accéder un petit peu au bloc opératoire, est venue cette idée d'amener le bloc avec la 3D en fait. Donc, quand il y a eu l'appel à projet du Challenge Innovation 3, ma cadre de proximité, Madame Ralambeau qui est dans la salle, et le professeur Canlorbe m'ont pensé à moi pour du coup développer un projet. Donc moi, je n'avais pas l'idée, mais le professeur Canlorbe m'a dit qu'on pouvait penser à transposer un petit peu cette idée de réalité virtuelle aux soins de stomie. Et forcément, comme dans la vie, souvent les choses sont bien faites. J'étais à ce moment-là en train d'essayer de créer un petit projet pour essayer d'avoir un poste à 100% sur la stomathérapie. Et donc, ce projet venait au bon moment parce que j'étais déjà en train de faire un petit état des lieux. Et effectivement, je me rendais compte que les soignants ne sont pas trop au clair sur les soins stomie. Donc là, ça a été comme une révélation de créer vraiment ce projet pour pouvoir enseigner donc aux étudiants parce que c'est grâce aux ateliers de l'hôpital que le projet s'est maturé parce qu'au début on est plein de bonnes intentions, on a envie de sauver tout le monde parce qu'on est des soignants, mais on ne peut pas. Donc du coup, quand j'ai commencé à en parler un petit peu aux patients que je reçois, ils voyaient mon engouement, ma motivation. J'avais des petites paillettes dans les yeux, mais le premier patient à qui j'en parle me dit « Mais moi, j'ai la cataracte, je suis pas réceptif à la 3D. » Alors déjà, c'était top d'avoir cette expérience parce que ça m'a permis de recentrer tout de suite le projet à plutôt aux étudiants. On va commencer par la base. La base, c'est les étudiants. Ensuite, ils vont être des infirmières nouvellement diplômées qui vont exercer dans des services de soins et effectivement, peut-être déjà commencer par ces professionnels-là avant de penser tout de suite à vouloir enseigner ça à tout le monde et aux patients. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes inscrits avec le professeur Canlorbe au Challenge Innovation. Les ateliers ont permis, comme je vous le disais à l'instant, de partir de cette idée, de construire un petit peu le projet, de finaliser l'état des lieux qui était déjà un petit peu, auquel on avait déjà un peu réfléchi, de recentrer les choses et de faire quand même un joli projet. Parce que pour les personnes qui lisent, c'est vrai d'avoir quelque chose d'assez structuré où on voit qu'il y a une vraie réflexion et qu'on n'est pas juste arrivé avec une idée en disant regardez, ça va être top, faut absolument me financer. C'est vrai que ces 4 ateliers auxquels on a participé, c'était vraiment, ils étaient assez rapprochés en plus et c'était 2 bonnes heures à chaque fois et ça a vraiment permis, en tout cas pour ma part, de construire le projet et d'en faire quelque chose où quand il a fallu le rendre, j'étais plutôt satisfaite et convaincue de l'utilité en fait du projet. Donc depuis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc avec Sandrine, donc je suis la 2e lauréate. Je pense qu'elle a eu la même chose que moi. Elle a eu pas mal de réunions avec l'équipe de l'Alliance pour un petit peu nous expliquer comment, partie d'une idée, comment maintenant on va pouvoir concrétiser le projet. Une des premières choses qui a été un petit peu mis en évidence, c'était par rapport au financement proposé, qui n'était pas suffisant pour pour arriver au bout d'un projet assez conséquent avec de la réalité virtuelle. Parce qu'en fait, ça je l'ai pas dit, dans l'équipe,
c'est vrai que le professeur Conlorb, j'ai déjà toute l'équipe de fait. Moi, j'ai Toys Film, c'est ceux qui font la post-prod, c'est-à-dire qu'une fois que tout est tourné pour lisser, faire quelque chose d'assez joli dans la réalité virtuelle. Il y a l'ISIR, l'Institut des systèmes de robotique intelligent à Jussieu. Donc, le professeur Conlorb étant dans la recherche également, il travaille avec un ingénieur. Donc, au final, toutes ces personnes-là sont déjà présentes et partantes pour le projet. Là, ce qu'il fallait, c'est vraiment trouver d'autres financements pour aller tout au bout du projet. Donc, ce que j'ai fait en sollicitant beaucoup de laboratoires qui font le matériel de stomathérapie, et on a eu beaucoup de réponses positives. Mais face à ces réponses positives, il a fallu aussi un petit peu recentrer les choses et se dire, c'est chouette, on peut avoir des financements autres, mais comment on va contractualiser? Parce que voilà, on est personnel à PHP, il y a le professeur Conlorb qui fait partie de Sorbonne Université, il y a l'équipe de l'Alliance qui nous soutient. Comment on peut faire pour que les choses soient faites en bonne et due forme, si vraiment le projet prend des proportions peut-être auxquelles on ne s'attend pas. Donc voilà, là on est un petit peu dans toute cette ébauche-là de trouver vraiment le contrat idéal pour qu'on puisse avancer. On a déjà commencé avec le professeur Conlorb à travailler sur les scénarios. Donc il y a déjà les scénarios, c'est déjà plus ou moins validé. Il faudra trouver un échantillon de patients parce que le but c'est de filmer des patients. Alors ils seront pas reconnaissables, leurs noms ne seront pas du tout mentionnés, mais il faut quand même pouvoir trouver des patients. Donc ça c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. La direction de la communication est déjà au courant du projet, donc on a déjà les autorisations qui sont pas très loin. Donc voilà, là on attend un peu que tout se coordonne sur la contractualisation voilà, avec les laboratoires qui aimeraient investir un peu aussi dedans. Et après, il faut se lancer, hein, faut commencer à les filmer, à proposer à des patients s'ils sont partants. Et puis, donc j'ai pas forcément de date. J'espère que là nous sommes en février, d'ici 2-3 mois, on puisse commencer au moins à faire les cours pour que la post-prod les fasse. Et puis après, en trouvant les échantillons de patients, tout peut aller très vite en fait. Comment je vois le projet sur les mois, les années à venir? Je me dis qu'une fois que, donc j'espère vraiment que, comme toi, Sandrine, pour fin d'année, nous puissions présenter le projet Revapstomy dans les équipes de soins déjà spécialisées. Le but, c'est de pouvoir proposer des TP de réalité virtuelle dans les instituts de formation en soins infirmiers. Donc, on en avait déjà parlé à la directrice adjointe qui était plutôt partante. Elle voulait juste pas mettre d'argent. On lui a dit que ce serait gratuit, qu'il faudrait juste trouver le temps et l'organisation. Mais du coup, je reçois beaucoup d'étudiants au cours de ma pratique et j'ai pu leur en parler. Il y a même 2 ou 3 étudiants qui ont pu partager les temps que j'ai avec l'Alliance sur le développement du projet. Ils étaient les yeux impressionnés de se dire que tout ça existe sur le groupe, qu'il y a des possibilités pareilles pour les soignants. Donc je trouvais ça beau aussi de voir dans le parcours d'un étudiant tout jeune, de se dire quand on a des idées, on peut arriver à faire des choses vraiment sympathiques quand on y croit et qu'on est entouré des bonnes personnes. Et donc qu'est-ce que j'en retire de ce challenge? Je retire beaucoup ça a été un beau partage en fait, beau partage d'expérience parce qu'on était 7 à être sélectionnés au début pour ce challenge. Je crois qu'il y avait le double en personnes qui se sont présentées à la base. On a vraiment pu rencontrer des gens merveilleux. Alors tous, je pense que continuent un petit peu leur ébauche de projet parce que grâce à Aude, je pense que ça a permis aussi de se rendre compte à quel point faire un projet, c'est pas juste avoir une idée. Hein, il y a aussi beaucoup de travail après. Et voilà, j'en sors quand même grandi. Je suis persuadée que je vais y arriver. C'est un petit peu long, mais on va arriver au bout de ce projet et je pense que quand il sera présenté aux étudiants et aux infirmières, là, je me rendrai compte du chemin parcouru et voilà. Et j'en retirerai une grande satisfaction en tant que pouvoir un peu parler de la spécialité qui est méconnue. Voilà. Et donc, les conseils aux participants et aux potentiels candidats, il faut se lancer de se dire, parce on veut souvent faire les choses en disant qu'on va toujours en retirer quelque chose, des fois, il faut juste se lancer et on a des très belles surprises.
Donc merci à tous pour votre écoute. Merci au challenge parce que c'est vraiment, moi je l'avais pas lu. Heureusement que ma cadre était pas loin pour me le dire. Je l'avais vu passer comme ça, mais donc merci vraiment pour ce beau projet. Merci pour l'équipe de l'hôpital. Merci pour les candidats aussi. Et ben voilà, merci beaucoup aussi à vous. Merci Axel. Merci Axel. Ah. Avant de vous laisser d'ici quelques minutes pour une pause, une petite dizaine de minutes, avant de basculer sur la partie plus opérationnelle avec Aude de l'hôpital justement qui va présenter un petit peu le design thinking. Il y a juste certains termes qui sont extrêmement intéressants dans vos deux parcours et dans vos deux aventures, j'ai envie de dire, c'est ce côté, on va dire, de parcours en réalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose où on démarre et puis une fois que on est pris par le virus, malheureusement, ça va pas aller en s'améliorant. L'entrepreneuriat, ou en tout cas quand on a envie de se développer, d'aller développer des projets d'innovation, bah ça risque d'être que le premier en réalité pour l'une et pour l'autre. Et tout ce que je vous souhaite, c'est d'être capable d'en trouver plein d'autres. Parce qu'une fois que vous commencez à avoir le cerveau qui se met dans ce mode-là, bah c'est totalement incurable. On a une question juste. Oui. Je pense que c'est pour Sandrine et Axel. Est-ce que vous avez du temps dédié pour faire votre développement et recherche? Non. Est-ce qu'il faut qu'elle prenne le micro? Oui, je pense que c'est mieux. Il est sur mute. Je vous en donne un chacune. Vous avez quelques minutes. D'accord. Le temps dédié, pas du tout. Hein, c'est comme tout dans la vie, il faut se donner les moyens. C'est beaucoup de temps personnel. Il y a eu les temps dédiés quand on a participé aux ateliers. Notre cadre nous permet d'aller pendant 2 heures à ces ateliers. Donc là, déjà, on peut réfléchir et faire beaucoup de choses. Mais après, le reste, non. C'est vraiment du temps personnel à la maison ou soit détaché avec le professeur Canlor où je restais quelques heures après le travail. Voilà. Ouais, c'est un peu la même chose pour moi. Oui, c'est vraiment la même chose pour moi, dans le sens où ça vient s'ajouter, effectivement, tout ce qui est gestion de projet autour, en tout cas, de l'escape game, vient s'ajouter au travail que je fais déjà, enfin, le travail quotidien. Voilà, après, c'est de l'organisation, c'est de l'envie, parce que c'est aussi un projet qui rompt un peu du quotidien et en même temps qui a du sens pour les patients. Donc voilà, on me fait rentrer dans l'emploi du temps. Voilà, au maximum. Après, ça demande du coup peut-être à étaler un petit peu plus dans le temps cette réalisation pour que ça puisse s'intégrer dans les missions du quotidien. Mais voilà. Après, c'est pour ça que je parlais d'organisation plus. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? J'ai le plaisir de laisser pendant une trentaine de minutes la parole à Aude Liadanou, fondatrice, dirigeante de l'hôpital et qui est en charge de coordonner toute cette partie justement de design thinking pour le challenge innovation numéro 4. Aude. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à toutes et à tous. Bon, je m'appelle Aude Liadanou, je suis la fondatrice de l'hôpital comme ça. Je sais que ça porte beaucoup à confusion avec l'hôpital, un hôpital. Et c'est un jeu de mots entre la low-tech et l'hôpital pour dire de proposer des manières d'innover qui soient pragmatiques dans le milieu de la santé. Je suis hyper contente d'être là aujourd'hui. Je suis surtout hyper contente de voir Axel et Sandrine et de vos projets qui ont évolué. Enfin, on s'est rencontrés il y a 1 an et il y avait des idées. Et puis aujourd'hui, il y a des choses hyper concrètes. Et voilà, ça fait hyper plaisir. Donc, bravo et merci pour ce que vous faites pour notre société. Je pense que c'est tellement important. Enfin voilà, ça me fait très plaisir. Donc je vais vous parler de design thinking, qui est un mot compliqué pour parler de choses assez simples finalement, qui sont des méthodes qui permettent de créer des innovations qui ont vraiment du sens, qui sont vraiment au service des gens. Donc c'est particulièrement pertinent au milieu de la santé. Je pense que tout le monde est là pour ça, pour rendre service aux gens, et que de manière très pragmatique, finalement, le design thinking, ça permet de s'assurer qu'on comprend les vrais besoins des vraies personnes, qu'on y répond avec pertinence, et qu'on... Alors, je vais commencer quand j'ai passé la scène, mais je vais peut-être me présenter juste rapidement et présenter l'hôpital, et après, promis, je vous parle. C'est une agence d'innovation en santé que j'ai fondée il y a 5 ans. Et notre mission, c'est de donner du pouvoir aux citoyens et aux organisations
pour innover et transformer le système de santé. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est permettre aux gens vraiment de donner du pouvoir, ce que les Québécois appellent empouvoirer, parce que empowerment, c'est trop anglais, empouvoirer les gens. Et pour moi, donner ce pouvoir-là, en fait, ça se décline de 3 manières. Ça va être déjà donner des outils, savoir comment on s'y prend, par quoi on commence, parce qu'on nous apprend pas à l'école, forcément, à se lancer dans l'innovation. Et c'est ce qu'on fait vraiment dans le cadre du challenge, c'est donner des outils finalement, mais aussi rassembler, permettre aux gens de travailler ensemble. Et vous avez beaucoup souligné le fait que d'être tous ensemble dans les ateliers, ça vous avait aussi aidé à s'entraider et à se partager des idées. Et enfin, inspirer. Et ça, on le fait avec des événements, des podcasts, un podcast qui s'appelle Les Transformateurs, notamment, où j'espère vous inviter bientôt, Sandrine et Axel, et où on montre justement des exemples, par l'intérieur de modèles, de personnes qui ont réussi à faire bouger les choses, à créer des projets, à apporter de la valeur dans le milieu de la santé. Voilà. Maintenant, on va parler de Doug. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Doug. Ceux qui étaient là l'année dernière me connaissent, je suis désolée, hein, c'est mon exemple préféré d'application de design thinking à la santé. Alors Doug, c'est un ingénieur qui travaille chez General Electric et qui a, pendant des années, travaillé avec son équipe sur le développement d'un nouveau scanner PNL. Je me suis là particulièrement pour les illustrer. Et donc, en tant qu'ingénieur, il a travaillé très longtemps sur les performances techniques de son outil. Donc voilà, toute son équipe a travaillé dur pour que les images soient plus précises, pour que voilà, les performances techniques soient meilleures. Et puis un jour, voilà, le scanner est terminé, il est installé dans un hôpital et le premier patient arrive pour faire une IRM. Et ce patient, il a 8 ans, il pleure toutes les larmes de son corps parce qu'il ne veut pas rentrer dans cette machine qui fait extrêmement peur. Et donc, il est avec sa maman, et il dit, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller. Et donc, on est obligé de lui donner un sédatif pour pouvoir lui faire passer l'examen. Et Doug, qui a assisté à ça, qui était là, qui était hyper fier, hyper content, ça y est, mon scanner est terminé. Et là, il se décompose et il se dit, mon Dieu, mais en fait, j'ai créé un instrument de torture. C'est ça mon objectif. Et donc, il va s'inscrire à Stanford, à la D-School, donc une école de design, pour essayer de savoir comment revoir l'expérience utilisateur vécue par les patients qui viennent faire une IRM. Et donc, il va à la rencontre des enfants, des professionnels de l'enfance, il va voir des instituts, des éducateurs, des clowns. Il étudie pendant très longtemps le besoin, c'est de comprendre comment je peux faire pour faciliter l'expérience des patients qui viennent faire une IRM. Et au bout de 6 mois, il propose ça. Et il a transformé l'IRM en bateau pirate. Donc, maintenant, quand un enfant vient pour passer son IRM, on lui dit, bon alors, tu vas passer un peu de temps dans un bateau pirate. Il y a des pirates qui font le ronde, donc attention, il ne faut pas que tu bouges, il ne faut pas que tu fasses de l'eau, il a été caché dans la cale. S'il te trouve, tu vas avoir des problèmes. Mais, si tu arrives à rester caché, quand le pirate ira faire sa sieste, tu pourras partir avec le trésor. Tu pourras voler le trésor. Et donc, une fois que l'IRM, pendant toute l'IRM, le gamin, il bouge pas. Il n'est pas sédaté, hein, mais il est sûr qu'il est au fond de la cale et il faut surtout pas qu'il bouge. Puis ça explique pourquoi ça bouge un peu, pourquoi ça fait du bruit. Ben, c'est normal, c'est un bateau pirate. Et une fois qu'il a terminé, on lui donne un petit sachet de pièces en chocolat. On lui dit bravo, c'est bon, t'as réussi à voler le trésor. Et donc, la première fois qu'un enfant vient passer une IRM et qu'il y a tout ce scénario qui est mis en place et qu'il y a tout cet environnement qui a été créé, quand il repart, il demande à sa maman quand est-ce qu'on pourra revenir. Et donc ça, je trouve que c'est un exemple qui est magnifique de ce qu'on peut faire avec le design thinking, de quand on réfléchit à l'expérience que vivent les gens et pas seulement à des performances techniques, comment est-ce qu'on peut transformer les choses. Et en plus, moi qui suis très intéressée aussi de séparer la notion d'innovation de la notion de technologie, j'aime beaucoup cet exemple parce que là, il n'y a rien de technologique. Là, si vous réfléchissez, en fait, il y a un espèce d'autocollant géant et un scénario. Et donc là, on est sur l'innovation organisationnelle, on est sur des choses qui ont une valeur folle, parce que là, vous comprenez tout de suite la valeur de ce qui a été fait, sans pour autant avoir forcément besoin d'y mettre de la technologie. Donc, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cet exemple. Donc là, ça vous donne une petite idée un peu de ce que c'est que Design Thinking, parce que c'est vraiment la démarche qu'a choisie Doug dans ce projet. J'ai mis au début la ref, vous aurez les slides, je pense, donc vous pourrez aller voir si vous voulez. Il y a un TEDx où il explique tout ça, qui est vachement bien, une conférence où il explique tout ça mieux que moi.
Alors, si on décompose un peu les étapes, par quelle étape est passé Doug et par quelle étape vous êtes passé Sandrine, Axel et toutes les personnes qui auront l'occasion de faire design thinking en santé. En fait, on a 3 grandes étapes. Et on représente, alors souvent on représente les 2 premières étapes, mais la troisième est vraiment importante, je la rajoute. On représente souvent le design thinking avec un double diamant. Donc, comme vous le voyez, on a vraiment 2 formes de diamant. La première partie, toute la première partie, elle concerne la compréhension du besoin. C'est-à-dire qu'on se dit, avant quoi que ce soit, avant de commencer quoi que ce soit, on va étudier dans le plus grand détail possible les besoins auxquels on s'intéresse. Donc, je veux aider des patients à rester engagés dans l'éducation thérapeutique. Ben, je vais aller leur demander aujourd'hui comment ça se passe, pourquoi vous venez aux ateliers, pourquoi vous venez pas, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas. Et je vais pas juste aller voir les patients, je vais aussi parler avec leurs parents, avec leurs soignants. Je vais essayer de comprendre de manière hyper détaillée quels sont les besoins sur ce sujet, quelles sont aussi les contraintes. Parce qu'en fait, peut-être que les patients, ils peuvent venir que tel jour de la semaine. Il faut que je l'ai en tête aussi dans mon projet. Il faut que je sache qui ça va impacter aussi. Si je crée quelque chose, qui est-ce que ça va impacter, que j'ai tout en tête. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette première phase qui est une phase divergente. Parce qu'on se dit, on part d'une idée, puis on va diverger le plus largement possible et chercher de l'information. Une fois qu'on a toute cette information, il faut reconverger, c'est-à-dire analyser l'information, toute cette masse, et en faire une problématique. Donc, essayer de décider quelle est la problématique que je veux traiter, qui est ma cible et quel problème précis je veux traiter. Et c'est important de reconverger et d'être assez précis, parce que parfois, on a tendance à vouloir tout régler, parce qu'évidemment, on est touché par les problèmes des gens, on a envie de tout régler dans la même innovation. C'est pas forcément une bonne idée, puisque on peut vite se retrouver à faire une solution un peu moyenne qui résout tout à la fois, plutôt que de faire une solution très précisément parfaitement pertinente pour un problème. Donc, il y a ce point-là. Puis ensuite, on rediverge parce qu'on a une problématique et on cherche une solution. Et là, on va passer sur une phase où on va avoir un maximum d'idées, trouver de nombreuses idées par rapport à notre problématique et vraiment essayer de sortir de la boîte, out of the box, et puis reconverger en choisissant une ou plusieurs solutions qu'on va recombiner pour avoir la solution qui nous paraît la plus intéressante. Donc, plutôt que de partir sur la première idée qu'on a, on ouvre, on discute de manière aussi collective. C'est intéressant de faire dans ces étapes-là les ateliers d'intelligence collective pour avoir toutes les petites idées folles qui vont faire aussi que le projet est original, qui n'existe pas déjà, comme Kevin soulignait, alors que ce sont des choses nouvelles. Et ça, le pouvoir de l'intelligence collective, c'est important. Et puis, on va converger vers une idée, puis la détailler. Et c'est pas fini à ce moment-là, parce que même si on a une super idée, il faut qu'on retourne voir les utilisateurs, qu'on leur redemande leur avis et qu'on s'assure par ce prototypage et ce test d'avoir la solution adaptée. Donc, on va faire en prototype une version relon du projet qui va coûter très peu d'argent et qui permet de se projeter. On va la montrer aux utilisateurs, ils vont nous dire ça leur plaît pas, pourquoi. On va refaire une nouvelle version, parce que c'est très rare que la première version soit parfaite, soyons honnêtes, et jusqu'à ce qu'on va itérer comme ça, répéter cette démarche jusqu'à ce qu'on ait la solution la mieux adaptée. Et en vérité, cette phase-là, elle ne s'arrête jamais, puisque même si on a une super solution, peut-être que dans 2 ans, les besoins auront évolué, il faudra faire une nouvelle version, donc on est toujours, tout au long de cette démarche-là, à l'écoute des personnes pour lesquelles on est en train d'innover, en fait, puisqu'on est là, on est à leur service. Et donc, en fait, finalement, si je résume le design thinking, souvent je dis, c'est un mot en anglais un peu compliqué, pour dire que on va être suffisamment empathique pour comprendre les besoins, pour être à l'écoute, pour au fur et à mesure de la démarche, être toujours en lien avec les gens et se mettre à leur place et les écouter. Il faut être suffisamment humble pour, tout au long de la démarche, se dire, vous aurez toujours tort. Quoi qu'il arrive, moi j'ai tort. La personne qui a raison, c'est la personne pour laquelle je suis en train d'innover. Et donc, de pas rester bloqué sur son idée, sur son projet, parce qu'on est attaché émotionnellement ou parce qu'on pense qu'on savait. Moi, j'ai beau être ingénieur polytechnicienne, j'ai tort. Et ça va être le patient ou l'infirmière ou la personne pour laquelle je suis en train de créer un projet qui a raison. Ça, c'est vraiment important, la notion d'unité. Puis, il y a une notion de rigueur aussi, de se forcer à vraiment tout faire toutes les étapes, les faire en entier. Même si on pense qu'on a compris le besoin, faut refaire quand même rigoureusement une vraie étude. Même si on a une super idée, on pense qu'elle est géniale, il faut quand même rigoureusement refaire un prototypage, un test. Il faut se forcer à bien suivre toutes les étapes. Donc voilà, moi je résume beaucoup ça. Design thinking, pour moi, c'est empathie, humilité, rigueur. Et finalement, c'est suivre des étapes qui sont assez pragmatiques. Quand on explique, on dit oui, c'est naturel de faire comme ça. Mais
Quand on le fait pour de vrai, bah, c'est pas si naturel. Parfois, on a une idée, on a envie de l'appliquer tout de suite, on n'a pas plus de temps. Donc, si on rentre un petit peu plus dans quelques exemples par rapport à ces différentes phases pour que ce soit plus près pour vous. D'accord. Merci beaucoup. Je vais vous emmener à Berck-sur-Mer. Si j'avais un je vous emmener, vous promener après Doug et aux US, on va partir à Berck. Où il y a la Fondation Opal, qui est l'hôpital. Vous connaissez peut-être Berck-sur-Mer? Oui, dans le Nord. Une très belle plage, c'est là où j'ai grandi en fait. La Fondation Opal, c'est un hôpital dans lequel ma mère a travaillé pendant très longtemps, parce que ma mère est infirmière puis cadre de santé. Et à Berck-sur-Mer, c'est un peu connu dans la santé parce qu'il y a plein d'hôpitaux, il y en a au moins 4, et ils sont très spécialisés sur tout ce qui va être orthopédie, handicap. Et ma mère, elle travaille dans un service, voilà, dans un service de pédiatrie. Je ne dirai pas où elle est sur la photo, vous ne la reconnaissez pas parce que je ne suis pas. Bon, il n'y a pas beaucoup de dames qui peuvent gérer ma mère, mais bonne chance. En pédiatrie orthopédique, avec voilà, des enfants qui sont utilisés longtemps, parce qu'ils ont des problèmes assez lourds, ils ont parfois des corsets qui vont de là jusqu'à là, ou ils sont en traction, voilà, c'est des hospitalisations assez longues. Et donc, comme en plus on parle de pédiatrie, dans ce service, sont très sensibles aussi à la question de l'expérimentation depuis très longtemps, même avant que ce soit à la mode. Ils ont beaucoup réfléchi au fur et à mesure à ce qu'on pouvait proposer pour que les enfants se sentent mieux. Et des innovations parfois très simples, du style mettre un grand trombinoscope à l'entrée du service, permettre à tout le monde de reconnaître qui est qui, pour pouvoir aller remercier l'infirmière qui a pris soin de moi, pour que ma mère elle puisse retrouver les soignantes qui s'occupaient de moi hier et poser des questions. Et des projets un peu plus ambitieux. Et donc, par exemple, là, je vais vous parler d'un des exemples qui est la gouttière. Alors, je sais pas si vous voyez si vous avez déjà vu ce genre de truc. Ça s'appelle une gouttière. C'est quelque chose qui est un peu à cheval, vous voyez, entre un brancard et un fauteuil roulant. Et qui permet, tout en étant allongé, d'avoir quand même d'être un peu mobile, plus que sur un lit médicalisé, et de pouvoir aller typiquement se promener, et pouvoir se promener notamment sur la plage. Puisque comme l'hôtel est au bord de la mer, les enfants qui sont hospitalisés, c'est quand même intéressant pour eux pour aller même dans le sable. Donc, vous voyez, c'est des roues un peu tout terrain, tout ça. Je trouve que les enfants se retrouvent à passer énormément de temps dans ces gouttières toute la journée et se retrouvent régulièrement à y manger, à aller à l'école dedans, à faire un certain nombre de choses dedans. Et comme vous voyez, c'est quand même un petit peu spartiate. Et donc, il y a des étudiants en design et en mer qui étaient venus dans leur service et qui avaient observé les enfants dans leur gouttière tout au long d'une journée, comment ça se passe quand ils mangent, quand ils travaillent, quand ils jouent, quand ils dessinent, dans quelle position ils se mettent, est-ce qu'ils ont assez d'espace, et les roues quand je vais dans le sable, est-ce que ça roule bien, est-ce que j'arrive à placer les marches, tout observer la vie de l'objet pendant plusieurs jours. Et donc ça, c'est typiquement la phase d'étude de besoin. C'est observer, c'est aussi poser la question, comment vous vous sentez là-dedans, c'est aussi aller voir l'institut pour savoir comment ça se passe, l'aide-soignante sur le soin, comment ça se passe, etc. Donc voilà, toute une phase d'exploration. Et puis quand ils sont passés dans la deuxième phase, ils ont pu faire des ateliers, notamment avec les soignants du service et avec certains enfants, et d'autres personnes qui sont psychologues, instituts, etc., qui pouvaient interagir avec eux quand ils étaient dans le fauteuil et les familles, grâce à ces ateliers-là, pouvoir concevoir une nouvelle version. Donc là, typiquement, c'est à ça qu'a ressemblé ensuite leur projet de gouttière, où ils ont réfléchi à pouvoir mettre une tablette, à pouvoir incliner, pour être un peu plus, pour regarder le tableau à l'école, pour être un peu plus en hauteur. Ils ont revu les roues aussi, parce que les roues de devant, si elles sont plus petites, ça aide à passer les marches, hein, voilà. Et donc là, c'est vraiment un exemple de démarche où vous pouvez voir l'évolution, pour que derrière, ils ont travaillé avec l'industriel pour pouvoir réaliser l'objet. Donc, c'est un exemple à plus de design produit, mais vous voyez que ça s'applique aussi de manière assez puissante pour pouvoir reproposer. Ils n'auraient pas pu proposer autant de détails s'ils n'avaient pas d'abord observé finalement la manière dont les gens se servaient de l'outil. Et donc, la troisième étape, je prends d'autres exemples pour faire la troisième étape, parce que on parle de prototypage test, on peut aussi parler de test and learn, enfin, il y a une manière de parler de cette étape-là. Et ça, c'est carrément un état d'esprit qui permet de très vite solutionner les problèmes avec la première idée qu'on a eue, et puis la raffiner, et voir à partir de quoi
la toute première version du prototype, qu'est-ce que ça peut être? On en parle beaucoup dans les ateliers, on avait pas mal parlé de ça. La toute première version d'un prototype, en fait, ça peut être juste une feuille avec 8 cases que vous avez dessinées. Voilà, la première étape, ça va être ça, par exemple, projet d'Axel. Les gens vont s'inscrire à la formation, il y a un petit dessin, le téléphone ou l'ordinateur. Ils vont venir pour une session, 2 heures, on va pouvoir expliquer très rapidement. Ça, c'est déjà un prototype parce que si vous montrez à quelqu'un, il arrive à se projeter, à comprendre votre idée et peut déjà vous faire un premier retour et vous, ça vous a rien coûté. Parce que c'est hyper important aussi de ne pas investir de l'argent dans le projet tant qu'on n'est pas sûr que c'était la bonne idée. Et puis derrière, ça peut être aussi créer un site web. On avait fait ça aussi, des landing pages qui se déroulent, qui donnent beaucoup de crédibilité au projet, qui permettent toujours aussi de se dire, bah, ça a l'air d'exister, est-ce que ça m'intéresse? Je vais laisser mon mail pour être tenu au courant. Et donc là, c'est permet aussi de voir si votre projet, il attire du monde. Puis après, il y a tous les prototypes physiques. Voilà, ça peut prendre vraiment beaucoup de ça. Et je vais vous donner un autre exemple justement de manière de créer un projet à partir de pas grand-chose et qui finalement a pris beaucoup d'ampleur. Je sais pas si vous connaissez Noël Fèvre, qui est une infirmière du CHU de Rennes. Son histoire est incroyable, j'ai pas tout vous détailler parce qu'on a fait un peu de casse sur laquelle vous pouvez l'écouter. Mais en gros, c'est une infirmière anesthésiste, aussi de pédiatrie, qui était vraiment très touchée par le fait que les enfants, à nouveau, aient besoin de sédatifs pour avoir des soins et soient très effrayés, etc. Et qui, un jour, avec un enfant qui pleurait parce qu'il allait aller au bloc et qu'il était paniqué, lui a demandé, avant de donner un sédatif, mais pourquoi tu pleures? Et en fait, il lui a dit, parce que j'ai pas mon doudou. Et donc, pour elle, ça a été un déclencheur où elle s'est dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on puisse donner des doudous aux enfants. Et elle a été voir une entreprise, Anti, donc qui donne des doudous. Ils ont commencé à distribuer, se sont rendus compte de l'impact à la fois sur les enfants, mais aussi sur les équipes, qui étaient hyper heureuses d'avoir cet outil-là en plus, qui fait aussi partie du soin, finalement. Et assez vite, il fallait trouver des financements pour pouvoir pas juste avoir des doudous gratuits, mais avoir un système qui roule. Parallèle de ça, Noël a été hyper touché aussi par la question liée au développement durable et à l'écologie, et assez agacée de voir tout ce qu'on jette dans les blocs opératoires. Et donc, elle a commencé à récupérer les fils de bistouri électriques dans lesquels il y a des bobines de cuivre pour pouvoir les revendre. En fait, elle est dans des, comment ça s'appelle, dans des reventes du métal. Je ne sais pas la caillerie, c'est 15 mètres. Bon, bref, elle allait revendre le métal. Et en fait, elle a commencé à récupérer les petits fils, elle les vend les bobines, donc elle dénudait elle-même les fils, et puis avec l'argent, acheter des doudous. Ça, c'est vraiment le prototype de base, parce qu'en fait, elle piquait les fils de bistouri, mais en douce. C'est ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'est dit, ça pourrait peut-être marcher. Hop, elle a fait ça en scred, elle a commencé à pouvoir acheter des doudous, elle a pu essayer de voir, du coup, quelle quantité on peut avoir, etc. Premier prototype. Et puis, elle a commencé à en parler à ses collègues. Donc, tout le monde a commencé à piquer les fils dans les pistons électriques dans tous les blocs opératoires de l'hôpital. Donc, pareil, ils allaient les vendre, racheter des doudous. Donc, ça commence à prendre de l'ampleur. Elle a pu un peu tester les protocoles pour être sûr qu'en dénudant les fils, les gens n'allaient pas se blesser, etc. Enfin, il y a des choses qui se sont améliorées au fur et à mesure. Et aujourd'hui, et puis un jour, elle a fini par aller à la direction quand même pour leur dire que, au fait, tout le monde dit que les fils de cuivre, il va peut-être falloir qu'on recadre les choses. Donc après, ils ont posé un cadre légal quand même avec la direction de l'hôpital, mais de toute façon, ils n'ont pas eu le choix, c'était trop tard. Tout le monde faisait déjà ça, donc ils pouvaient pas dire non. Je recommande pas, je suis pas en train de vous dire de faire on recommande pas du tout la désobéissance. On avait du tout. Et donc, oui, parce que donc du coup, aujourd'hui, cette association, elle est énorme. Quand en ce moment, qui hochait la tête, qui connaissaient, ils ont créé des antennes un peu partout en France. Ils ont des gros sponsors. Enfin, ça a pris une ampleur incroyable. Et au début, voilà, c'est parti d'une petite un petit prototype testé, puis ça a pris de plus en plus d'ampleur. Entre le moment où elle a eu des vidéos gratuits et aujourd'hui, le chemin parcouru, et c'est intéressant de voir comment on peut tester, apprendre, améliorer, grandir. Ouais, cette démarche de test and learn et au fur et à mesure du temps, on parle d'un tout petit truc et puis on rend beaucoup plus grand. J'ai pu la vivre ici, parce qu'en fait, moi, je suis une ancienne de la PHP, je travaillais avant au siège, pendant la crise Covid. Pour vous expliquer, tout le monde se rappelle.
Et tout le monde se rappelle notamment du fait que ça arrivait un peu brusquement et qu'on était tous complètement noyés. Je m'inclus, hein, je travaillais donc au siège, mais côté administration, on avait tous conscience qu'il manquait beaucoup de soignants, mais en fait, côté administration aussi, il manquait beaucoup de monde. Hein, on avait vraiment une charge de travail énorme. Euh, et, euh, et moi, en fait, j'étais sur un groupe Facebook de polytechniciens et il y en avait qui n'avaient plus de stage parce qu'ils ne pouvaient plus partir à l'étranger et qui ont commencé à mettre un message en disant je ne sais pas trop quoi faire de mon temps là. Et j'aimerais bien aider les hôpitaux. Donc, est-ce que quelqu'un sait comment je pourrais me rendre un peu utile pendant cette période? Et donc moi je lui ai répondu bah oui, moi je travaille à la PHP, je lui ai demandé. Donc je demande à ma chef. Elle me dit ah oui, oui, vas-y, prends les contacts. Là, franchement, clairement, tout est bienvenu. On voulait commencer à coder un petit truc pour la gestion de masque. Trouve du codeur, c'est parti. Et donc, moi, je lui réponds, bah oui, en public sur le groupe Facebook. Donnez-moi votre mail, expliquez-moi un peu ce que vous savez faire. Donc, le mec me répond. 3-4 personnes me répondent, moi aussi. Je dis, bah, voilà mon mail, c'était maud@php. Et puis, c'était un soir, je peux 18h. Je vais faire autre chose. Puis le lendemain matin, j'ouvre ma boîte mail à PHP. 300 mails. Bonjour, j'ai vu que vous cherchez des gens, moi aussi je veux aider, moi aussi je veux aider. Et donc, au début, moi, premier prototype, je prends un par un les noms, je les recopie dans un tableau Excel, et j'envoie le tableau Excel à ma chef. Donc, vous dire, je peux plus faire ça très longtemps parce que les mails arrivent beaucoup trop vite et qu'en même temps, je suis en train de bosser sur Optisoin, la plateforme, c'est ça qu'on m'avait demandé de faire. Donc, je me dis très vite, ça va pas le faire, test, learn, donc il va falloir faire quelque chose de plus automatisé, je peux pas y arriver. Donc, je me dis, on va faire un Google Form. Parce que tout le monde connaît, vous savez, les gens ils remplissent et ça crée un tableau Excel tout seul. Donc, je fais un Google Form et puis les gens continuent à s'inscrire. En fait, les gens s'envoyaient tous le lien les uns les autres. Et au bout de 3 jours, il y avait 5000 personnes. Donc, le truc partait dans des proportions hallucinantes. Et donc, au fur et à mesure, j'avais une collègue, Louise, avec qui on avait ouvert le truc, et puis on se dit, bah non, mais là, en fait, il faudrait parce que on voyait les problèmes, quoi. Le tableau Excel, il tournait, mais donc c'était aux gens de la paix de téléphoner aux gens, aux bénévoles pour les faire venir, donc ça prenait du temps. La première personne qu'on appelait, des fois, n'était pas dispo, il fallait en appeler une autre, donc on se disait, en fait, c'est bête, on leur fait gagner du temps et c'est pas du tout optimal. Donc, on va créer un Slack. Donc, Slack, c'est un outil un peu WhatsApp, mais avec des canaux de discussion. On se dit, on va faire un canal par type de compétences, et puis, voilà, les gens vont se mettre sur les canaux. Comme ça, quand quelqu'un de la paix a un besoin, il va juste dire, bonjour, j'ai besoin de ça. C'est les autres qui vont postuler dessus, ça ira plus vite. On fait ça, puis en fait, on se rend compte que les gens de la paix, ils savent pas utiliser Slack, ils n'ont pas que ça à faire d'apprendre un nouvel outil, parce qu'ils sont occupés. Et du coup, on se dit, bon, on va encore changer. Donc, en fait, au fur et à mesure, tous les 3 jours, même tous les jours, on rajoutait des trucs. Donc, après, on s'est dit, bon, tant pis, j'ai mis mon numéro de portable. Kevin nous a l'air, c'est pas une bonne idée, hein, de faire numéro de portable, comme ça. J'ai mis mon numéro de portable, et donc, je dis, bah, appelez-moi, et c'est moi qui vais mettre le message à votre place. Puis, en fait, enfin, voilà. Et ça a pris, au bout d'un moment, on avait carrément un call center, hein, juste pour demander aux bénévoles d'émission. J'avais 20 modérateurs qui étaient des bénévoles du Slack, qui étaient devenus les chefs des autres bénévoles, quoi, qui étaient là connectés sur le call center, les gens appelaient, ils remplissaient un formulaire, ça se mettait automatiquement sur Slack. Et sur les deux, j'avais appelé Slack, ils nous avait donné la licence gratuite, on avait même une consultante qui nous programmait des petits logiciels dans Slack. Enfin, à la fin, c'était un truc, mais vraiment professionnel, quoi. Et c'est important d'avoir en tête aussi ce côté. Au début, franchement, si vous m'aviez dit, c'est à la fin, il y a 20 000 personnes, quand même. Comment on va monter une plateforme pour que 20 000 personnes puissent venir faire du bénévolat à la paix? Aucune idée. Franchement, on ne peut pas partir de zéro et aller là comme ça. On n'a pas la meilleure solution. Et c'est pas grave, en fait. On commence avec un mail, puis un Excel, puis un tableau. Bon, ça vu que le tableau Google Form était plus RGPD compatible, donc après on est passé sur les serveurs de la paix. Et c'est important aussi d'avoir cette idée on peut faire des petits pas, on peut adapter. Et en fait, c'est toujours avec les retours des gens qui me disaient, bah oui, mais là, en fait, on ne peut pas utiliser Slack. On leur a pas dit, oui, mais vous avez, tant pis pour vous, hein, prenez-le. C'est là, on s'adapte. Parce que c'est pour eux qu'on était en train de travailler. Voilà, à la fin, ça ressemblait à ça. C'était vraiment un truc officiel de la paix. Ce qui est quand même mieux. Et on peut peut-être montrer, je crois que sur la slide d'après, voilà, à quoi ça ressemblait un peu plus précisément. Les petits qui se sont placés quand on est passé sur le point. Donc, vous oubliez, parce que si j'avais mis une idée. Mais voilà, il y avait des canaux, avec les différents types de
de compétences, là, communication, data science, gestion de projet ou autre. Et puis, ça, c'est une des modératrices, du coup, qui publie toujours le même type de message. Et quand on fait ça un formulaire, ça crée ça automatiquement. En expliquant la mission, quelles compétences il faut, combien de personnes. Voilà, on avait un peu normalisé ça. Les gens répondaient dans un fil de discussion en disant, bon voilà, moi je sais faire ça. Ils expliquaient un peu leurs compétences. Nous, on regardait les 10 premiers, on prenait les 2 premiers qui avaient l'air de marcher, on les appelait et le lendemain ils étaient là. C'était efficace. Et voilà, et ça permettait de recruter des bénévoles hyper rapidement pour des besoins qui apparaissaient au fur et à mesure de la crise. Et d'ailleurs, il y a une grande partie des bénévoles qui sont restés pendant quelques mois. Ensuite, dans les cellules de crise, notamment recrutement de soignants et Covistal. Et donc voilà, c'est un exemple aussi de, finalement, on peut faire des choses de grande ampleur, même avec ça, avec du test and learn, avec du on commence petit, on fait un brouillon, puis on verra. Donc je trouve que c'est important d'avoir ça aussi en tête. Quelle que soit l'ampleur, c'est pas que pour les petits projets, ce que je vous explique, quoi. Quelle que soit l'ampleur du projet, ça marche. Et ça marche même pour faire des politiques publiques de santé. Et donc, c'est mon dernier petit exemple. Je profite d'avoir une conseil de santé pour en parler, parce que j'essaie de diffuser aussi les rapports. J'ai pu travailler avec toute une équipe de bénévoles sur un rapport pour Olivier Véran, il y a 1 an et demi, sur la promotion de la santé auprès des jeunes. Et on a voulu aussi travailler avec le design thinking. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire ce rapport, on a commencé par aller interviewer des jeunes, donc c'était 12-25 ans notre cible, partout en France, pour essayer de comprendre quelles étaient leurs visions de la santé, comment ils se renseignaient, de quoi ils avaient besoin finalement pour être en meilleure santé, tout simplement sur la promotion de la santé. On a même fait des petits ateliers avec eux où on était 10-15 et on posait des questions, on imaginait avec eux des solutions. Évidemment, on a aussi interviewé des experts, mais pas que des experts dans les ministères, aussi des experts de terrain, des infirmières scolaires, des éducateurs, pas mal d'acteurs qui peuvent avoir un impact sur la promotion de la santé. Et c'est comme ça qu'on a pu rédiger le rapport. Donc, il y a eu toute cette phase de recueil de besoins. Le premier diamant qui s'est présenté. On a fait toute l'équipe, on était une dizaine de personnes sur le projet, des 3 jours de brainstorming tous ensemble. Et on a pu sortir un rapport où il y a 10 propositions qui sont déclinées en 50 mesures. Donc, ce rapport, il est public. Donc, si ça vous intéresse de voir ce qu'il peut proposer sur la promotion de la santé auprès des jeunes, vous pouvez télécharger sur le site du ministère, gratuitement. Donc, ça, j'ai fait aussi de le diffuser pour que ça serve et que ça caltage juste des bureaux au ministère. Et je pense que si tu cliques sur le lien, voilà. Et puis, il ressemble à ça. Mission Santé Jeune, ça s'appelle, et vous pouvez vraiment récupérer sur le site du ministère, pour vous en servir, parce que parmi les propositions, il y a des choses hyper concrètes qui peuvent être faites à plein d'échelles. C'est pas juste des propositions de loi, du coup, c'est vraiment un travail qui est assez original, d'ailleurs, pour eux, par rapport à ce que sortent d'habitude qui sont missionnés, qui sont très terre à terre, très pragmatique et fidèle à l'image finalement du design thinking. Donc voilà, je vous remets les grandes étapes pour que vous les ayez en tête. C'est un truc à revenir, c'est ça. Et puis ce que j'ai dit tout à l'heure, empathie, humilité, rigueur. Et puis je vais redire ce que vous avez aussi dit, Kevin, mais c'est des choses qui peuvent être utilisées par tout le monde. C'est hyper important d'avoir en tête que l'innovation, c'est accessible à tout le monde. Et que finalement, dès qu'on a un peu les bons outils et qu'on a aussi les idées, qu'on est sur le terrain, qu'on a l'envie d'aider, on est capable de proposer des innovations qui ont du sens. Et donc pour moi, voilà, ça me tient beaucoup à cœur de diffuser ces outils-là, que vraiment tout le monde peut prendre en main, parce que c'est aussi les soignants, je pense, qui ont une sensibilité et une connaissance du terrain pour faire des choses qui ont vraiment beaucoup d'impact sur l'expérience patient, sur la qualité de vie au travail, et que finalement, dès qu'on donne les quelques outils et qu'on fait, finalement, on fait 3 fois 2 heures d'atelier, bon, assez intense, je suis d'accord. Mais dès qu'on prend ce temps-là, on arrive à des résultats impressionnants comme vous l'avez montré, Axel et Sandrine. Donc voilà, je trouve ça vraiment que ce projet, je remercie vraiment la direction de l'innovation, l'Alliance d'avoir lancé un projet comme celui-là, parce que je trouve que ça autorise aussi à voir grand, à réaliser de quoi on est capable. Et moi, c'est ça qui me tient à cœur, donner du pouvoir. C'est ça, c'est prendre confiance dans la capacité de chacun à créer des solutions pour régler les petits problèmes ou les grands problèmes du quotidien. Merci beaucoup. Ah oui, du coup, le programme en lui-même, j'ai oublié de vous le présenter.
Comment ça va se passer l'accompagnement pour le challenge, parce que je pense que parmi les gens qui sont là ou qui nous regardent, il y a peut-être des futurs candidats et candidates, parce que c'est vrai qu'on a quasiment que des femmes. L'année dernière, il y avait un homme dans tout le groupe, je crois. Donc les hommes venaient aussi. C'est 3 sessions de formation sur la méthodologie design thinking. C'est un mix en fait de théorie et de mise en pratique directe sur chacun des projets. Donc la première session, c'est sur comment nourrir son projet. Les sessions à chaque fois sont entre midi et 14h, donc ce qui permet quand même de se libérer plus facilement. Nourrir son projet, donc c'est vraiment très axé sur le premier diamant. Comment est-ce que vous pouvez, parce que évidemment, vous avez déjà une idée, c'est que vous avez déjà compris une partie des besoins et que vous inspirez de ce qui vous en de vous. Et comment vous pouvez encore plus nourrir, aller faire de l'entretien qualitatif, identifier toutes les personnes qui peuvent vous donner de l'information, faire des questionnaires, toutes ces techniques-là qui permettent vraiment d'avoir plus d'arguments aussi pour plus tard, quand vous allez défendre le projet, puissiez dire oui, hein, je peux vous assurer que c'est un vrai besoin. 40 personnes me l'ont dit, j'ai des verbatims, j'ai des citations, j'ai des preuves. Ça, c'est vraiment, ça solidifie dans le projet. Sur le deuxième atelier, on a présenté son projet, il y a aussi toute la notion justement du deuxième diamant, d'aller creuser encore plus son idée, de pouvoir travailler en équipe, comment je fais si je fais un atelier d'intelligence collective avec les collègues, comment je m'y prends, les petits outils pour ça. Et puis, comment est-ce que je peux présenter mon projet pour le rendre encore plus attractif et crédible. Donc on parle aussi un peu de comment préparer une présentation et travailler déjà sur le dossier qui est à rendre à la fin du challenge. Et puis, la partie 3, c'est anticiper la suite. Nous, on a pensé cet accompagnement pour un accompagnement pour réaliser son projet, pas juste pour le challenge d'innovation. Donc, il y a aussi la question de qu'est-ce que je fais après, si j'ai gagné aussi, si j'ai perdu. Est-ce que je peux trouver des financements? Il peut être utilisé pour plein d'autres appels à projets, pour les ARS, pour la Fondation de France, il y a plein d'autres endroits aussi où on peut trouver du financement. Et donc, des gens pour communiquer, pour m'aider, pour me donner financement. Et entre les sessions, qui sont, là, vous faites un peu les dates, on laisse un mois au début pour que chacun ait le temps de faire son étude, justement, parce que quand on a le temps aussi d'aller interviewer les gens, de faire son petit questionnaire. On se retrouve, on débriefe ensemble, on retravaille la problématique et l'idéation. Après, un peu plus rapproché, on voit comment mettre en forme et comment anticiper la suite du projet. Et entre les sessions, on est disponible. Maintenant, on avait fait un groupe WhatsApp. S'il y avait des questions ou un besoin plus personnalisé de résoudre un petit blocage. Et petite nouveauté de cette année, l'année dernière, on avait fait pas mal de fiches, on avait des petits outils fiches. Là, on a créé maintenant un petit cahier d'innovation en santé qui fait une 40aine de pages, où on reprend en fait tous les éléments, où il y a aussi des fiches à trous et qui est un peu le petit compagnon au fur et à mesure du projet. On peut noter les choses, remplir les petites grilles de rétro-planning faites à l'avance. Après, là, de définir sa problématique, les petites phrases à trous, tout ça, on met tout dans le carnet. Et des exemples aussi appliqués à la santé. Donc, ça permettra aussi que les participants puissent avoir cet outil qui va lier les différentes sessions et qui va permettre de tout rassembler au même endroit. Voilà, donc merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis, pour ceux qui pourront participer, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à bientôt pour les ateliers. Et je voulais à nouveau remercier l'Alliance, remercier la PHP Sorbonne pour votre confiance renouvelée et pour ce que vous avez créé, qui je pense a beaucoup de valeur. Moi, en tant que citoyenne, je suis heureuse de savoir que ça existe. Et encore féliciter et remercier Axel et Sandrine. Merci à tous. Merci Aude. On arrive à la dernière phase. Vous avez tous faim, je suis sûre. Kevin, l'idée c'est peut-être de lancer entre guillemets officiellement, et je vais même te laisser le faire. Lancer la 4e édition. On va évidemment vous rappeler des quelques éléments clés de cette édition de cette année dans les prochaines slides, mais voilà, d'utiliser la rencontre d'aujourd'hui pour déclencher le chrono entre guillemets, au-delà du calendrier qu'Aude vous a déjà partagé pour les différents ateliers. Exactement. Il est en mute. Est-ce que là c'est mieux? Ok, super. Oui, donc effectivement, il y a un formulaire à remplir qui vous permettra de participer aux différents ateliers qui sont proposés par l'hôpital et qui devrait vous permettre de structurer un dossier de candidature
pour être nul ou pas, en tout cas, sur cet appel à projet et pour bénéficier d'une dotation qui devrait vous permettre, on l'espère en tout cas, de transformer votre idée en quelque chose de concret. J'invite vraiment à ne pas s'auto-censurer. En fait, j'ai le sentiment qu'en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont des idées et qui osent pas rentrer dans le process, d'autant qu'en fait, vous allez voir, la date d'inscription pour participer aux ateliers va arriver assez vite. Donc, vous n'aurez pas le temps de concevoir quelque chose de vraiment complètement abouti d'ici là, mais c'est pas grave en fait, parce qu'on va vous accompagner dans le cadre de ces ateliers pour que vous puissiez par la suite. Donc voilà, effectivement, vous avez le calendrier. Donc là, on a ce lancement qui a lieu maintenant, et en fait, d'ici la fin du mois de février, on attend déjà vos retours pour être capable de vous inscrire aux ateliers. En fait, on va faire un premier filtre par rapport aux idées qui sont proposées. L'idée, c'est que le filtre soit le moins important possible, qu'il y ait le plus de personnes possible qui puissent participer. Et donc voilà, on va vous accompagner sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, dans l'objectif d'avoir à terme un dépôt de dossier qui soit suffisamment construit pour être capable de vous proposer un accompagnement à la fois au long cours avec l'Alliance et un accompagnement financier de notre côté, de la PHP, pour être capable vraiment d'avoir quelque chose qui soit concret et qui tienne la route à la fin. Donc vraiment, vous auto-censurez pas, vous perdez rien à candidater. Et l'idée, c'est de se retrouver juste avant l'été pour être capable de définir qui seraient les grands gagnants de l'appel à projet. Et dans tous les cas, on laisse pas de projet dans la nature. On va vous orienter, vous aurez nos contacts. Sans entrer dans ce processus-là, c'est entrer sur la démarche d'innovation avec la PHP et commencer à identifier qui sont les interlocuteurs. Et puis, si c'est pas pour cette fois, ça sera dans un autre dispositif, ça sera selon de nouvelles modalités, mais en tout cas, en fait, on vous inscrira dans ce processus d'innovation et voilà, on aura créé le lien là-dessus. Je crois que la direction des soins a peut-être quelque chose On a un peu de temps pour les gens qui s'engagent dans ces processus. Récupérer un peu de temps parce que c'est quand même de l'implication que vous mettez du temps, vous êtes souvent sur votre temps personnel, donc vous en avez besoin de gagner du temps pour vous. Après, le temps sera fixé sur les projets. Donc, super nouvelle, vous allez avoir un peu de temps pour développer votre projet tout au long de cette démarche de donc voilà. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Hein. Parce qu'une fois qu'il y a des idées, c'est effectivement toute une question de temporalité. Donc, bravo. Et puis de manière générale, de toute façon, toute l'année, on va travailler sur de nouveaux dispositifs pour accompagner l'innovation qu'on espère vous annoncer tout au long de l'année et qui vous permettront de développer en fait toutes ces démarches-là. Donc voilà, finalement, en tout cas, je vais laisser Julie compléter, mais deux grands moments. Le dépôt du premier dossier pour entrer dans le process des ateliers et par la suite. 24 février. Exactement. 24 février, donc c'est pas demain, mais presque. Et ne vous inquiétez pas, encore une fois, il n'y a pas besoin que ça soit trop développé. L'idée, c'est simplement d'avoir un minimum d'informations pour vous faire rentrer dans le processus. Et derrière, grande date, le mois de mai, le 12 mai 2023, pour aller vraiment sur le dépôt final du dossier pour qu'il soit étudié dans le cadre de l'appel à projet pour bénéficier de la dotation. Je te laisse peut-être. Alors, il y a 3 critères. Bon, le premier, c'est le plus facile. Il faut juste remplir un questionnaire. Comme vient de le dire Kevin. Deuxièmement, c'est très important, il faut participer aux 3 ateliers. C'est une démarche, je pense que vous l'aurez compris après la session de ce midi, c'est pas quelque chose qu'on fait en dilettante, il faut vraiment y consacrer du temps et de l'énergie. Et donc il y a un niveau d'engagement intellectuel qu'on demande, de temps évidemment aussi, mais c'est vraiment de participer aux 3 ateliers, aux 3 dates qui sont proposées. Et enfin, il faut déposer le dossier avant le 12 mai. Alors on n'a pas mis l'heure, mais on acceptera les dossiers même à 23h le 12 mai, pour être sûr que tout le monde puisse déposer son dossier. Un point très important aussi, c'est les projets d'innovation. Alors, quels sont les critères? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un projet d'innovation? Il faut que ça concerne une innovation en santé. Ce qui ne concerne pas la santé ne nous intéressera pas. Il faut qu'il y ait au moins un applicatif. Ça paraît idiot de le dire, mais je préfère quand même le préciser. Il faut que ça réponde à un besoin général, au-delà de la PHP. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse potentiellement être exploité, diffusé, partagé, peu importe.
Souvenez-vous de ce que Aude a présenté sur cette histoire de doudou. Au départ, c'était une action locale, mais qui, pour le coup, a une diffusion nationale. Il faut pas s'auto-censurer non plus sur ce genre de perspective. Il faut être un peu ambitieux, à défaut de se dire tout de suite qu'on va changer le monde instantanément. Et puis, condition essentielle et nécessaire, c'est d'être porté par des personnels paramédicaux ou médico-techniques du GH à php.sorbonne. Si vous remplissez ces 3 conditions et que vous remplissez les 3 obligations, eh ben, on sera ravis d'explorer votre dossier et de l'analyser. Aude a rapidement présenté les ateliers et on pourra répondre à des questions si vous en avez. Je pense que tu peux... voilà, merci. Les modalités, pareil, vous pourrez évidemment y jeter un œil après. L'objectif, à nouveau, c'est d'essayer de définir des critères. Alors, pareil, on est obligé de définir des critères un petit peu standards. L'objectif, c'est aussi d'avoir des projets qui sortent du cadre. Donc, c'est pas parce que vous avez, j'en sais rien moi, une absence de réponse définie à l'un de ces items qu'il faut vous censurer et ne pas candidater. Au contraire, pareil, le sujet sur l'état de l'art, quelles sont les pratiques, quelle est la concurrence, c'est extrêmement difficile d'y répondre. On ne vous demande pas des réponses définies, on ne demande pas quelque chose de complètement abouti. En revanche, il faut réfléchir aussi à un environnement un petit peu global et à des prises en charge qui sortent de votre service ou de la pratique quotidienne à laquelle vous pouvez être confronté. Et voilà, on tient parfaitement dans le calendrier et l'idée c'est vraiment de vous laisser libre champ, explorer, faites le nécessaire, déposez votre dossier et devenez les Axel et Sandrine 2024. Parce que vous êtes les 2023, lauréat 2022, on va faire ça pour l'année prochaine. Oui, je vous en prie. Oui, le dossier de pré-candidature. Il vous sera envoyé demain par mail. Et il peut être diffusé. Toute personne qui souhaite candidater est la bienvenue de toute façon. Donc, au contraire, si on peut avoir de l'aide pour la diffusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.